Bonjour à tous. Le 15 octobre de cette année ont eu lieu en Pologne des élections parlementaires. Les Polonais ont élu la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement. Donc la Chambre basse, le Sejm, qui a été élu au scrutin proportionnel. En tout, 460 députés dans 41 circonscriptions ont été élus. Le Sénat, donc la Chambre haute, qui a été élu au scrutin uninominal, donc 100 circonscriptions pour 100 sénateurs. Ce même jour s'est déroulé également un référendum qui a été organisé par les dirigeants, un référendum qui avait pour objectif principalement de servir les intérêts politiques des dirigeants, puisqu'il s'est agi de lier la campagne référendaire à la campagne parlementaire pour des questions de financement. Donc ce référendum ne sera pas valide, puisque en Pologne il est exigé pour qu'un référendum soit validé qu'il y ait plus de 50% des gens en droit de voter qui aient participé. Cette participation n'a pas été atteinte, donc le résultat du référendum, dans tous les cas, ne sera pas valide. Alors comment pourrait-on résumer ces derniers mois qui se sont déroulés en Pologne? Une campagne électorale brutale, très brutale, la campagne électorale la plus brutale dans toute l'histoire polonaise, en tout cas dans l'histoire de la Troisième République de Pologne, donc la campagne la plus brutale depuis 1989. Les élections parlementaires avec un taux de participation record, extrêmement record. C'est probablement le taux de participation le plus important de ces 100 dernières années. Aucune élection n'a rassemblé autant de votants. 73% des Polonais en droit de voter ont participé à cette élection. Donc pour vous donner une idée, une mobilisation record même à l'étranger, puisque les Polonais de l'étranger se sont réellement rassemblés massivement pour voter. Donc pour comparaison, lors des élections parlementaires en 2019, il y a eu 314 000 Polonais inscrits vivant à l'étranger. Pour l'élection parlementaire de 2023, il y a eu 608 000 Polonais donc vivant à l'étranger qui se sont inscrits pour voter, donc presque le double. Alors une élection qui a vu un taux de participation record, vraiment record. Donc pour la Pologne, un taux de participation de 73% à une élection, quelle qu'elle soit, c'est vraiment du jamais vu. Donc un record de participation, une mobilisation record dans les deux camps, tant dans le camp gouvernemental que dans le camp anti-gouvernemental, une élection qui s'est transformée en plébiscite. Et même si les dirigeants ont remporté le vote, ils ont perdu le plébiscite. Donc ça, c'était la version courte de ce qui s'est passé. Maintenant, je vais expliquer en détail donc les différents tenants et aboutissants de cette élection. Alors, nous n'avons pas encore les décomptes définitifs, donc je ne vais pas vous donner les résultats définitifs, mais qu'importe, puisque cela n'a plus d'importance d'un point de vue global. On sait parfaitement qui a gagné cette élection, on sait parfaitement que les dirigeants ne pourront pas garder le pouvoir, on sait parfaitement que c'est l'opposition qui, même si elle n'a pas gagné d'un point de vue du nombre de voix obtenues, elle a quand même la possibilité de former une coalition de gouvernement. Alors pour donc les comités qui ont pris part à cette élection donc au niveau national, donc il y a eu 6 comités. Alors le comité électoral qui a donc remporté le vote. Par remporter le vote, je veux dire que c'est le comité qui a obtenu le plus de voix. Donc c'est le comité donc des dirigeants actuels, donc la droite unie ou l'union de la droite. En France, on peut trouver deux traductions du nom de ce parti, du nom de ce camp politique, Zjednoczona Prawica. Donc eux ont obtenu environ 36%, 35 à 36%. Ça leur donnera un peu moins de 200 députés à la Diète. Alors pour comparaison, en 2019, l'Union de la droite ou la droite unie a obtenu un score de 43%, ce qui lui a permis d'obtenir 235 sièges à la Diète, donc d'avoir une majorité indépendante, puisque le nombre de députés à la Diète s'élève à 460. Quoi qu'il en soit, l'union de la droite unie, n'aura pas la majorité, n'aura pas de majorité indépendante dans le nouveau Parlement. Ça paraît, ça c'est certain, ça ne paraît même pas, mais c'est certain. Compte tenu de ce fait,
les dirigeants vont devoir quitter le pouvoir puisqu'ils n'ont pas de coalition potentielle. Même si l'on devait s'en tenir aux avis de certains experts, avis que je ne partage pas, qu'il avait été prévu de créer une coalition de gouvernement entre donc l'Union de la droite et donc le parti de droite Confédération. Donc la Confédération, j'y reviendrai, disposera d'environ 15 députés dans le nouveau Parlement, donc ça ne permet absolument pas de créer une majorité, ça ne permet pas de créer une majorité de gouvernement. Donc dans tous les cas, l'Union de la droite, même si elle remporte ce vote, ne remporte pas le plébiscite, ne remporte pas cette élection au sens où elle ne pourra pas continuer à diriger la Pologne. Donc le second sur le podium, c'est la coalition civique, Koalicja Obywatelska, emmenée par Donald Tusk. Ce camp politique a obtenu vraisemblablement aux alentours de 31% des voix. Ça lui donnera, on peut supposer, environ 160 à 170 sièges. Donc même si ce camp politique n'a pas remporté les élections, n'a pas remporté le vote, ça le place quand même en position de force parce que Donald Tusk et son camp politique ont réellement des coalitions potentielles pour former un gouvernement. Le troisième score a été obtenu par la coalition centriste, la troisième voie, Trzecia Droga. Donc ce sera un score qui sera aux alentours des 13%. Ça donnera à cette coalition environ 50 à 60 députés au nouveau Parlement. Donc c'est une coalition qui a été formée par le parti agrarien PSL ainsi que un parti donc créé par un ancien journaliste, Szymon Hołownia. Son parti s'appelle Pologne 2050. Donc aujourd'hui, ça place cette coalition en troisième position sur le podium et surtout en position de force puisque sans cette coalition, il n'y aura pas de majorité possible gouvernementale. Le quatrième score a été obtenu par la gauche. Alors, selon toute vraisemblance, la gauche obtiendra entre 8 à 9%. Donc, c'est un petit peu en deçà de ce que les leaders de ce camp politique avaient espéré. Néanmoins, ils pourront compter sur une trentaine de sièges au nouveau Parlement. Le cinquième score donc a été obtenu par la Confédération. Donc là, c'est un échec clair et cuisant pour ce parti politique. Donc la Confédération aura, selon toute projection, toute vraisemblance, environ 15 députés, entre 12 et 17 députés au nouveau Parlement, avec un score entre 6 et 7%. Donc c'est très en deçà de ce qu'attendaient donc les leaders de ce camp politique. J'y reviendrai. Enfin, le sixième comité national, donc le parti des 100 partis. Donc ce comité donc ne dépasse pas le seuil électoral, ne dépasse pas les 5%. Il se situe aux alentours de 2,5 à 3%. Donc il n'aura aucun représentant à la nouvelle diète et également donc traditionnellement le représentant donc de la minorité allemande, donc un député donc qui aura également donc un mandat au nouveau Parlement polonais. Donc le Sénat, là, on ne connaît pas encore les résultats définitifs, mais tout porte à croire que l'opposition aura également donc la majorité au Sénat. Donc les élections parlementaires font que si les dirigeants actuels ont quand même réussi à remporter le vote, ils ne pourront pas créer de gouvernement. Ça paraît évident. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de possibilité pour ce camp politique de se maintenir au pouvoir d'un point de vue légal. Ça paraît complètement impossible. Alors ensuite, le référendum. Donc là, la majorité des votants au référendum donc, ont voté donc, selon ce qu'avaient demandé donc, les initiateurs du référendum, à savoir les dirigeants, donc l'Union de la droite. Mais le taux de participation au référendum apparemment n'excédera pas 40%, donc les résultats de toute façon de ce référendum ne seront pas validés. Voilà à quoi ressemblent les résultats de cette élection. Alors, il faut à cela ajouter que c'était une élection que l'on pourrait qualifier d'élection non régulière et non honnête. C'est une élection qui s'est faite sous très haute tension. C'est une élection où la campagne électorale a été dirigée de façon très malhonnête, très irrégulière par les dirigeants. Les dirigeants ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre de l'appareil de l'État pour se servir, tant financièrement que logistiquement, et mettre à profit l'appareil d'État pour cette élection. Il convient également d'ajouter
que le référendum a également été créé, a été initié d'une part pour mobiliser l'électorat de l'Union de la droite, mais également a été organisé pour pouvoir financer 2 campagnes au lieu d'une, donc sous prétexte de campagne référendaire, il y a une campagne donc parlementaire qui a été effectuée. Donc c'est à la limite de la légalité, voire illégale. Donc une campagne électorale très brutale et, pourrait-on dire, malhonnête, irrégulière. Mais il convient de constater que même si la droite unie n'arrivera pas à avoir une majorité absolue au Parlement, cette élection n'est pas un échec en tant que tel, puisque après 8 ans de gouvernement, ça reste quand même le camp politique en Pologne qui a gardé le plus haut soutien dans la Troisième République polonaise. Par exemple, après 4 ans de gouvernement, la coalition de centre-gauche qui a dirigé le pays entre 2001 et 2005, donc en 2005, a obtenu 10% de voix aux élections parlementaires. Un autre exemple, donc la coalition qui a dirigé le pays entre 97 et 2001, une coalition de centre-droit, n'a pas dépassé le seuil exigé pour une coalition, donc le seuil des 8%. Donc la plateforme civique, donc anciennement plateforme civique, aujourd'hui coalition civique de Donald Tusk, donc à l'époque en 2015 dirigée par la première ministre Ewa Kopacz, donc qui a pris les rênes du gouvernement après le départ de Donald Tusk à Bruxelles quand il a été élu président du Conseil européen. Donc la plateforme civique en 2015 a obtenu 25% des voix. Donc aujourd'hui, après 8 ans de gouvernement, l'Union de la droite obtient quand même un score très élevé. 35% des voix minimum, moins de 200 députés certes, mais un score très élevé. L'Union de la droite remporte le vote, donc elle ne peut pas considérer cette élection comme un échec. Donc c'est un camp politique qui continue à avoir un très fort soutien en Pologne, ça paraît absolument indéniable. Donc comme je le disais, il est important de garder à l'esprit que même si l'Union de la droite ne pourra pas diriger le pays, parce qu'elle n'aura pas de majorité de gouvernement, ça reste quand même le parti qui a remporté les élections. Donc son score est très important. Il faut aussi voir la mobilisation. Donc il y a eu une très forte mobilisation qui s'est faite. Tout porte à croire qu'il n'y a pas eu de démobilisation du côté de l'Union de la droite et de ses électeurs. Mais il faut quand même constater que la mobilisation a été plus forte du côté de l'opposition. Puisque donc, le taux de participation de 73%, c'est, comme je le disais pour la Pologne, c'est un taux de participation qui est vraiment énorme. Donc le taux de participation a été sûrement augmenté de par une participation donc, des opposants, des dirigeants, parce que l'élection s'est transformée en plébiscite. Et donc cette élection est devenue un plébiscite, oui ou non, pour le gouvernement, ce qui pourra expliquer le bas score de la Confédération, puisque la Confédération s'est placée comme un parti anti-système, dans la mesure où ce parti avait annoncé qu'il ne ferait de coalition avec personne après les élections parlementaires. Un certain nombre d'électeurs ont décidé de reporter leur voix sur les partis qui faisaient partie du plébiscite. Donc, comme la Confédération a fait le pari de ne pas participer à ce plébiscite, donc pour ou contre le gouvernement, apparemment, elle en a fait les frais, donc du coup, elle a obtenu un score qui s'avoisine au score de 2019, donc un échec cuisant pour ce parti politique, ce qui ne signifie pas néanmoins que ce parti politique n'a pas d'avenir. Ça signifie tout simplement que cette élection est devenue un véritable plébiscite auquel n'a pas participé donc la Confédération. Comment peut-on expliquer un score élevé donc de la coalition centriste? Alors, la coalition centriste, pourrait-on dire, a fait un peu de chantage émotionnel aux électeurs. Pourquoi? Puisque de par l'accord qui a été passé entre les deux parties de cette coalition, donc Władysław Kosiniak-Kamysz, le président du parti agrarien, et Szymon Hołownia, donc le président du parti Pologne 2050, le comité électoral de la troisième voie, Trzecia Droga, était un comité électoral de coalition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour une coalition en Pologne, donc qui enregistre son comité pour une élection parlementaire, donc le seuil exigé est de 8%. Et effectivement, donc les divers sondages avant les élections ont montré que donc la coalition troisième voie pouvait se trouver en dessous de ce seuil des 8%.
Et leur slogan de campagne était ou la troisième voie ou un troisième mandat pour les dirigeants. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire de façon un peu ironique qu'ils ont fait un peu de chantage émotionnel aux électeurs en disant que voilà, si vous ne votez pas pour nous, eh bien, il n'y aura pas de gouvernement de l'opposition possible. Donc, vous avez besoin de nous pour retirer le PiS du pouvoir, pour retirer donc l'Union de la droite du pouvoir. Si nous ne sommes pas au Parlement, ce ne sera pas possible. Donc, il y a un certain groupe d'électeurs qui ont effectivement voté pour la troisième voie pour éviter que cette coalition ne se trouve en dessous du seuil. Donc, ce qui explique donc un résultat qui est pourrait-on dire, en deçà de ce qui avait été annoncé par les experts, puisque bon, 13 à 14%, ça paraît quand même donc la haute fourchette, la haute frontière de ce que cette coalition pouvait espérer. Dans tous les cas, cette stratégie électorale, que l'on pourrait qualifier de chantage émotionnel vis-à-vis des électeurs, a payé. Et la troisième voie se retrouve effectivement en troisième position. Donc aujourd'hui, l'opposition disposera, selon toute vraisemblance, d'environ 250 mandats, donc sur 231 exigés pour créer un gouvernement. Donc il paraît absolument évident qu'un gouvernement d'opposition sera créé et que l'Union de la droite devra quitter le pouvoir. Alors, il convient également de commenter, d'ajouter quelques mots concernant le résultat de la gauche. Alors, les sondages avaient annoncé un score un peu plus élevé pour la gauche. On parlait de 10 à 11%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme il n'y a pas eu de liste commune de l'opposition, comme certains slogans et postulats de la gauche ont été repris par la coalition civique, certains des électeurs se sont reportés directement sur la coalition civique, estimant que c'était le parti le plus à même d'arriver à réaliser ces postulats, au sens où c'était un parti donc, qui avait plus de soutien et qui est donc plus fort. Donc la gauche a fait les frais de cette concurrence avec la coalition civique et a, selon toute vraisemblance, perdu entre 1 à 3%. Néanmoins, ça reste, donc le résultat de la gauche reste honorable, même s'il est en deçà de ce que les leaders avaient espéré. Ça reste un résultat honorable, surtout que la nouvelle configuration du Parlement fait que sans la gauche, il n'y aura pas de gouvernement possible. Donc la gauche fera partie de ce gouvernement, quoi qu'il en soit. Donc même avec un résultat en deçà des espérances des leaders, la gauche n'est pas perdante. Donc si l'on commente donc les 5 comités qui ont réussi à passer le seuil, il faut également donc dire quelques mots du 6e, donc le 6e comité donc qui n'est pas arrivé à passer le seuil, donc le parti des 100 partis. C'est un groupe politique, c'est un parti qui est la dérivée de l'Union de la droite. Donc, les électeurs ont bien senti que c'était une espèce de piège de voter pour ce comité, puisque voter pour ce comité reviendrait à créer un coalition pour l'Union de la droite, donc reviendrait à légitimer le gouvernement en place. C'est ce qui explique en grande partie un résultat, pourrait-on dire, très en deçà en deçà des espérances des leaders. Donc 2,4%, 3% dans le meilleur des cas. Donc c'est un résultat qui ne donne pas trop d'avenir à ce camp politique. Ça paraît assez évident. Donc dans tous les cas, pour résumer la situation, donc dans la nouvelle diète, donc le nouveau Sejm comptera 5 groupes politiques, donc la droite unie ou l'union de la droite, avec un peu moins de 200 députés. Ensuite la coalition civique, qui aura vraisemblablement entre 150 160 députés. La troisième voie avec une cinquantaine, soixantaine de députés. La gauche avec une trentaine de députés. Et la Confédération qui devrait avoir une quinzaine de députés. Voilà ce à quoi va ressembler donc le Sejm, la diète. Le Sénat sera probablement dominé par l'opposition. Puisqu'il y a eu un pacte sénatorial, donc l'opposition anti-union de la droite, donc la coalition civique, la troisième voie ainsi que la gauche, donc on fait alliance, donc on présentait des candidats communs quasiment dans toutes les circonscriptions, ce qui fait qu'aujourd'hui ça va leur permettre de remporter la majorité au Sénat. Mais il convient de rappeler que l'opposition avait déjà la majorité au Sénat, donc elle avait donc un mandat de plus que les dirigeants, donc elle avait 51 mandats sur 100.
Mais il convient également de rappeler que le Sénat en Pologne ne joue pas réellement de rôle important dans le processus décisionnel. C'est un rôle plutôt symbolique. Les décisions du Sénat peuvent être surmontées à la majorité simple à la chambre basse du Parlement. Donc le Sénat reste une espèce de vestige du compromis de la table ronde de 1989, donc entre les communistes et l'opposition anticommuniste. Mais c'est une institution qui ne s'inscrit pas vraiment dans le processus décisionnel aujourd'hui de la Pologne actuelle. Alors, comment peut-on expliquer la défaite au plébiscite de l'Union de la droite et la victoire de l'opposition? Alors, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs moments clés et plusieurs erreurs qui étaient faites par l'Union de la droite. Donc, une campagne électorale qui était assez malheureuse, qui n'était pas claire, assez indécise au début de cette année. Ensuite, une décision qui a clairement mobilisé les électeurs contre l'Union de la droite. Alors, c'est la décision de créer une commission qui devait chercher en Pologne toutes les sphères d'influence russes. Alors, cette commission était un instrument politique qui devait être utilisé contre l'opposition, notamment contre Donald Tusk. C'est une commission qui devait fonctionner absolument indépendamment de tout l'appareil judiciaire, une commission qui avait des pouvoirs de surcommission, certains l'appelaient même la Tchéka, une commission qui devait avoir le droit d'empêcher de se présenter aux élections des politiciens dont on avait estimé qu'ils avaient été sous influence des intérêts russes. Donc absolument un outil antidémocratique qui a fortement mobilisé les adversaires de l'Union de la droite et semble-t-il a participé à renforcer donc l'électorat donc de l'opposition. Donc cette commission finalement a quand même été créée, mais avec des prérogatives moindres de ce qui avait été annoncé. Donc cette commission existe aujourd'hui, donc elle n'a pas le pouvoir d'empêcher quelqu'un d'être candidat aux élections, mais elle a quand même le pouvoir de diffamer en fait en toute impunité donc des politiciens qu'elle juge comme étant indignes de faire partie de l'espace politique polonais. Mais cette commission a clairement été perçue, même par ceux qui s'intéressent pas à la politique, comme un outil antidémocratique, un outil de combat politique pour combattre l'opposition. Donc ça a été clairement une erreur de la part des dirigeants qui s'est retournée contre eux. Ensuite, sûrement un autre événement qui a participé à la mobilisation de l'anti-PiS, donc l'anti-PiS en Pologne, donc c'est un raccourci pour dire donc anti-union de la droite. C'est donc la manifestation du 4 juin de cette année qui est organisée à Varsovie. Donc justement une manifestation qui a réuni vraisemblablement entre 300 et 500 000 personnes. Donc une mobilisation pour la Pologne très élevée, puisque une manifestation donc, qui réunit en Pologne plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est énorme. Mais cette manifestation a été possible et a été amplifiée par la création de cette commission dont je viens de parler. Donc, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui ont amplifié la mobilisation, mais sûrement que cet événement du 4 juin a fait que donc, les électeurs anti-PiS, donc anti-Union de la droite, ont commencé à se mobiliser. Et donc la mobilisation a montré qu'ils étaient beaucoup. Donc si vous voulez, c'est l'effet boule de neige qui a fonctionné. Donc un effet, donc une mobilisation de masse a encore amplifié la mobilisation. Donc sûrement que cette manifestation du 4 juin a contribué à la mobilisation de l'électorat. Ensuite, une campagne très brutale du côté de l'Union de la droite. Une campagne où les invectives sont devenues normes, sont devenues monnaie commune, sont devenues un élément du quotidien, les accusations les plus graves, accusant Donald Tusk d'être un ennemi du peuple, un traître de la nation. Et on peut supposer que ce niveau de brutalité a mobilisé l'électorat de l'opposition. Alors, un autre événement, mis à part cette campagne brutale, une campagne où tous les moyens de l'État ont été mis à la disposition pour soutenir les dirigeants, a eu lieu fin septembre de cette année, donc environ un mois avant les élections. C'est un événement qui a concerné donc un film qui est sorti en salle dans les cinémas, donc The Green Border, concernant les migrants donc qui tentent de passer la frontière polono-biélorusse. Alors c'est un film qui a déplu aux dirigeants parce que c'est un film donc qui montre certains actes
condamnable du côté donc des gardes-frontières polonais vis-à-vis des migrants. Donc un film donc, qui critique également le positionnement des dirigeants. Donc ce sont des événements qui ont lieu en 2021, donc c'est un sujet d'actualité finalement. Mais les dirigeants ont attaqué de façon très brutale la réalisatrice, donc Agnieszka Holland, de façon inimaginablement brutale. Donc le président de la République polonaise lui-même a estimé qu'il n'y avait que les porcs qui vont au cinéma. Alors c'est un slogan qui date de la Deuxième Guerre mondiale, tel que świnie siedzą w kinie. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est un slogan que l'on utilisait contre les collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sous l'occupation allaient au cinéma, notamment à Varsovie, pour regarder les films de propagande allemands. Donc on a accusé, on a comparé la réalisatrice de ce film, de Green Border, à une collaboratrice de la Gestapo. On l'a comparé aux acteurs qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie. Il y a eu un véritable mouvement du côté des dirigeants visant à la discréditer, visant à démontrer que c'était une traîtresse de la nation polonaise. Des attaques absolument brutaux, inimaginablement brutaux contre Agnieszka Holland à cause de son film, concernant son film. Et ces attaques n'ont même pas été du goût des électeurs de l'Union de la droite. Moi, personnellement, j'ai discuté avec pas mal de gens qui votent pour l'Union de la droite, même des gens qui travaillent pour l'Union de la droite, qui m'ont dit que ces attaques étaient absolument étaient irrecevables, inacceptables. Et donc, ce niveau d'agressivité, de brutalité, d'attaque contre Agnieszka Holland, son film, ont participé à la mobilisation de l'opposition. Ça paraît absolument indéniable. Donc le niveau de brutalité du discours de l'Union de la droite a fait que cette campagne a surchauffé. Et un peu comme en 2017 où à l'époque donc le Droit et Justice avait perdu les élections parlementaires justement à cause d'une campagne négative trop brutale, on peut supposer que c'est justement cet élément de campagne négative trop brutale qui a donc d'une part encouragé les électeurs anti-gouvernementaux à aller voter, et d'autre part qui a peut-être découragé un certain nombre d'électeurs de l'Union de la droite à aller voter. Mais c'est ce discours brutal qui a vraisemblablement été la cause de cette perte du plébiscite pour les dirigeants, de cette défaite du plébiscite pour les dirigeants. Alors, un autre événement qui a sûrement participé à la mobilisation des électeurs contre l'Union de la droite, c'est l'événement du 1er octobre de cette année. Donc un événement qui a également été relaté par les médias occidentaux. Hein. Donc un événement qui est organisé par Donald Tusk, donc qui a réuni vraisemblablement quelques centaines de milliers de participants. Alors on peut supposer qu'il n'avait pas été 1 million, mais on a parlé de 700, 800 000. Qu'importe finalement le chiffre, ce qui convient de voir, c'est que c'est un événement qui a mobilisé beaucoup d'électeurs de la coalition civique ainsi que de personnes qui ont des idées antigouvernementales. Donc ça a sûrement participé à mobiliser cet électorat contre le gouvernement. Donc aujourd'hui, on peut supposer que l'Union de la droite perdra le pouvoir, même si elle a gagné le vote, à cause de sa campagne trop brutale. C'est une campagne trop brutale qui a découragé un certain nombre d'électeurs de l'Union de la droite et également mobilisé les électeurs de l'opposition. C'est comme ça qu'il convient de commenter cette stratégie qui ne s'est pas avérée payante pour l'Union de la droite. Il convient aussi de dire quelques mots du jour du vote. Alors, donc le taux de participation, comme je le disais, qui est absolument record, on arrive à 73%, un taux de participation complètement inédit en Pologne. Mais il s'est avéré à partir de 15-16 heures, donc le 15 octobre, que les bureaux de vote manquaient de cartes électorales. Donc, le vote a été suspendu dans certains bureaux, mais selon la loi polonaise, même si le temps du vote a été dépassé, donc là c'était 21 heures, si quelqu'un faisait déjà partie de la file pour aller voter, il doit quand même être reçu dans le bureau électoral. Donc ces bureaux électoraux qui n'avaient plus de cartes attendaient qu'on leur fournisse d'autres cartes pour voter. Donc ça a créé des queues assez énormes, des files assez énormes, donc des véritables queues d'attente, des véritables files d'électeurs qui attendaient pour voter. Et
la situation était telle que donc le manque de cartes a fait que le vote réel s'est arrêté environ à 4 heures, 5 heures du matin, puisque dans certains bureaux de vote, les files d'attente étaient tellement énormes que le vote a été prolongé de 7 à 8 heures. Et donc ça constitue une entrave grave au bon déroulé des élections, puisque donc le silence électoral s'est arrêté à 21 heures. Et donc là, la commission centrale, donc en Pologne, c'est une commission centrale électorale donc qui s'occupe de surveiller le vote, a commis vraisemblablement une erreur, puisqu'elle aurait dû prolonger le silence électoral jusqu'à ce que les bureaux de vote soient tous fermés. Elle ne l'a pas fait. Mais cela fait que à partir de 21 heures, donc quand les résultats sondages ont été annoncés, donc les résultats exit polls qui ont été annoncés, certains électeurs se rendaient bien compte des résultats même avant d'avoir voté. Alors, d'un point de vue légal, ceux qui attendent dans les files doivent participer au vote. Le fait est qu'il est un peu difficile de contrôler qui faisait partie de la file, qui n'en faisait pas partie. Donc, tout porte à croire que les files se sont un petit peu rallongées après l'annonce des résultats. Alors, à partir de là, donc ce vote qui a eu lieu après 21 heures à cause du manque de cartes électorales fait que cette élection est à la limite d'une élection régulière. Et de toute façon, comme je le disais, quand on observe la campagne électorale, ce qui s'est passé, quand on observe donc la tenue du vote et donc la tenue du vote pour les parlementaires et le référendum qui s'est passé en même temps, où le scrutin du vote secret n'a pas été assuré. Et quand on ajoute à ça le fait que le vote a continué à cause du manque des cartes électorales, malgré le fait que le silence électoral a été élevé, que les résultats sondages exit polls ont été annoncés, ça fait que c'est une élection qui était loin de ce qu'on pourrait appeler une élection honnête, répondant aux normes standards dans l'état de droit. Mais la Pologne, dans tous les cas, se trouve loin des normes de l'état de droit depuis pas mal de temps, depuis que l'Union de la droite a pris le pouvoir. Donc, de ce point de vue, ce qui s'est passé rejoint un petit peu ce qui s'est passé pendant 8 ans. Le fait est que cette élection sera sûrement relatée par les historiens. Je pense qu'à l'avenir, il y aura pas mal de mémoires, pas mal de thèses même qui seront rédigées concernant cette élection. Cette élection constitue un point de rupture en ce que l'Union de la droite perd le pouvoir en Pologne. À partir de cette élection, la Pologne ouvre un nouveau chapitre dans son histoire, donc c'est une élection cruciale. Et même si c'est une élection qui a loin été de ce qu'on pourrait appeler une élection honnête et régulière, c'est une élection cruciale. Il faudra attendre le rapport des observateurs de l'OCDE, mais tout porte à croire que cette élection sera quand même reconnue par tous les partis politiques et que la passation de pouvoir aura bien lieu, sauf qu'elle risque d'être un peu ralentie, disons-le, par l'Union de la droite qui, à mon avis, prendra tout son temps pour quitter le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Union de la droite a besoin de s'assurer de 3 choses avant de quitter le pouvoir. Premièrement, pour passer le pouvoir, elle doit s'assurer qu'il n'y aura pas de poursuite pour un certain nombre de ses cadres pour les actions qu'ils ont commises pendant l'époque, le temps où ils étaient au gouvernement. Donc ça paraît assez crucial d'un point de vue de ce camp politique, au sens où, effectivement, on a beaucoup parlé des manquements concernant l'état de droit. Alors, si l'Union de la droite veut continuer à fonctionner dans l'espace politique, elle a quand même besoin de s'assurer que ses leaders ne soient pas poursuivis. Alors, l'opposition a beaucoup parlé de poursuivre les dirigeants actuels, mais l'Union de la droite aujourd'hui peut ralentir la passation de pouvoir, donc je pense que ce sera un élément de chantage qu'elle exercera. Deuxième chose, l'Union de la droite voudra sûrement s'assurer de pouvoir garder son patrimoine. Alors, pendant que l'Union de la droite a été au pouvoir en Pologne, il y a eu tout un mécanisme mis en place pour se servir dans les caisses de l'État et se créer un véritable patrimoine, un capital financier et immobilier. Donc le gouvernement de l'Union de la droite a alloué un certain nombre de fonds à des fondations créées à cet effet. Il a également été créé un mécanisme de détourner les fonds de l'État appartenant aux entreprises d'État, donc des employés qui ont été mis en place par l'Union de la droite ont reversé certaines sommes de leur salaire à des fonds partisans ou parapartisans. Donc l'Union de la droite se constitue un patrimoine financier immobilier depuis au moins 2 ans et elle voudra le garder. Donc l'une des conditions qu'elle posera pour quitter le pouvoir
sera sûrement de pouvoir garder la majeure partie de son patrimoine. La troisième condition, c'est que l'Union de la droite voudra s'assurer qu'elle pourra continuer à faire partie du paysage politique. Donc elle devra avoir des garanties, donc personne ne tentera de délégaliser le parti ou d'empêcher ce parti de pouvoir faire partie de l'espace politique. Donc ces trois conditions devront être réunies pour que l'Union de la droite ne lutte pas de toutes ses forces pour garder le pouvoir. Alors aujourd'hui, l'Union de la droite peut actionner des leviers administratifs et judiciaires. Aujourd'hui, l'État polonais est devenu un État partisan, donc c'est un État qui a été complètement repris par le parti. Donc si l'Union de la droite le souhaite, elle peut retarder au maximum la passation de pouvoir, même 6 à 7 mois, c'est possible. Et c'est un élément de chantage sûrement qu'elle exercera sur l'opposition. Donc l'opposition, si elle veut pouvoir prendre le pouvoir en Pologne, devra satisfaire ces trois conditions dont j'ai parlé de l'Union de la droite, à savoir garantir l'immunité et garantir qu'il n'y aura pas de poursuite pour un certain nombre de leaders de l'Union de la droite. Ensuite, garantir à ce camp politique qu'il pourra garder la majeure partie de son patrimoine et également garantir à ce camp politique qu'il ne sera pas délégalisé ou qu'il n'y aura pas de tentative d'empêchement pour ce camp politique de faire partie de l'espace politique et de pouvoir concourir pour le pouvoir et le reprendre dans un certain temps. Donc l'Union de la droite aujourd'hui peut empêcher une passation de pouvoir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, son instrument principal donc de pression, c'est le président Andrzej Duda, qui est un président partisan. Donc il faut bien voir que donc ce n'est pas un politicien indépendant qui n'a pas d'avis politique indépendant, ni d'identité politique indépendante. Donc il fera ce que son camp politique lui dira de faire. Donc aujourd'hui, après les élections, donc après l'élection parlementaire, donc c'est au président de nommer donc un premier ministre qui doit créer un gouvernement. Alors la situation tendrait à dire que le président nomme directement Donald Tusk en tant que Premier ministre, puisqu'on sait parfaitement que l'Union de la droite ne peut pas créer de gouvernement, c'est impossible dans ce nouveau Parlement. Mais le président, d'un point de vue légal, n'est pas obligé de le faire. Donc il peut très bien nommer un politicien de l'Union de la droite qui jouera le jeu d'essayer de créer un gouvernement pendant un certain temps. Ça permettra à l'Union de la droite donc, de gagner du temps, et c'est probablement donc ce qui va être fait. Donc on peut supposer que le président nommera un politicien de l'Union de la droite, donc son président Jarosław Kaczyński, voire le Premier ministre, pour essayer de monter un gouvernement. Et même si ça paraît impossible d'un point de vue légal, ça permettra de gagner du temps à l'Union de la droite, à moins que l'opposition accepte les trois conditions dont j'ai parlé de l'Union de la droite. Et du coup, la passation de pouvoir se fera de manière plus rapide et peut-être pas dans de bonnes conditions, mais dans des conditions acceptables pour le moins. Maintenant, il convient de voir aussi que la prochaine priorité pour l'Union de la droite, c'est les élections régionales, puisque il est important pour ce camp politique, pour pouvoir se maintenir dans l'espace politique, de garder ses structures de terrain. Donc ce camp politique va se concentrer maintenant sur trois choses. Donc la première chose, c'est les conditions dont j'ai parlé, donc l'immunité pour certains de ses dirigeants, la sauvegarde du patrimoine et des garanties de non-poursuite et de non-délégalisation. Deuxième priorité, donc garder ces structures dans les régions, donc ne pas perdre les régionales. Et troisième chose, la lutte interne pour le pouvoir au sein du camp de l'Union de la droite. On a bien vu que cette lutte avait déjà commencé. Elle a commencé avec la soirée électorale de l'Union de la droite, qui était une soirée très modeste. Jarosław Kaczyński, entouré d'une quarantaine de personnes, a fait un discours. Il n'y a pas eu de questions parmi aux journalistes. Donc les journalistes de l'opposition n'ont pas été accrédités donc à cette soirée électorale, donc qui d'ailleurs s'est tenue au siège même du parti. Donc une soirée très modeste, très modeste, mais à cette soirée, nous n'avons pas vu un certain nombre de leaders de l'Union de la droite, dont Zbigniew Ziobro, qui est actuel ministre de la Justice et qui est donc président d'un parti de coalition donc, dans le cadre de l'Union de la droite. Donc on peut penser que la lutte pour le pouvoir au sein du camp de l'Union de la droite a déjà commencé, sachant que Jarosław Kaczyński lui-même donc est une personne âgée, donc qui est bien plus proche
qu'éloigné de la retraite politique, c'est également une personne qui a des problèmes de santé assez graves, donc son temps en tant que leader de ce camp politique est vraisemblablement compté, voire très compté, son départ est proche, donc l'Union de la droite va aujourd'hui se concentrer sur des luttes internes pour savoir qui reprendra le flambeau après Jarosław Kaczyński. Ces luttes internes vont probablement provoquer la chute de ce camp politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop qui pourrait garder ce camp politique uni à part Jarosław Kaczyński. En fait, Jarosław Kaczyński est la garantie de l'union de ce camp politique, donc on peut penser que ce camp politique va imploser après le départ de Jarosław Kaczyński, c'est fortement possible. Donc aujourd'hui, ce qui paraît certain, c'est la création d'un gouvernement d'opposition. Ce sera un gouvernement qui devra diriger le pays dans des conditions très difficiles, puisque tous les postes gouvernementaux aujourd'hui sont tenus par l'Union de la droite. Donc on peut supposer que l'Union de la droite, se servant du président de la République et également du président de la Banque nationale polonaise, donc la Banque centrale polonaise, fera ce qu'elle pourra pour empêcher donc le nouveau gouvernement de diriger, surtout que la Pologne se trouve dans un marathon électoral. Comme je le disais, les élections parlementaires ne font que commencer, ne font qu'ouvrir ce marathon électoral. L'année prochaine, en Pologne, auront lieu les élections européennes, ensuite les élections régionales. En 2025, donc les élections présidentielles. Si la majorité gouvernementale qui sera issue de ces élections s'avère instable, on peut aussi penser qu'il y aura des élections parlementaires anticipées. Donc il faut bien voir que les différents partis, les différents acteurs politiques sont repartis en campagne, puisque donc on aura une campagne électorale qui va durer en Pologne 2 ans. Mais donc la passation de pouvoir va également durer 2 ans, puisque là on va se trouver dans une situation de cohabitation, le président de l'Union de la droite et le Premier ministre de l'opposition, donc un système d'opposition qui se passera vraisemblablement assez mal, puisque, comme je le disais, nous sommes en campagne électorale en Pologne, et cette campagne ne s'arrêtera pas avant 2 ans. Donc, c'est une situation où le nouveau gouvernement aura vraisemblablement beaucoup de soucis à gérer, un contexte international très compliqué, surtout donc, des relations Pologne-Bruxelles qui sont dramatiquement mauvaises. La Pologne aujourd'hui ne participe pas, donc n'a pas accès au fonds appartenant au fonds de reconstruction, donc d'après Covid. Les fonds structurels aussi, donc les fonds européens sont bloqués. Donc aujourd'hui, la Pologne va devoir reconstruire ses relations avec Bruxelles. Donc une situation pour le nouveau gouvernement très compliquée. Ça, j'y reviendrai sûrement dans mes prochaines vidéos. Maintenant, ce qu'il convient de retenir à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que la Pologne ouvre un nouveau chapitre dans son histoire. Donc la période de 8 ans de gouvernement de l'Union de la droite derrière la Pologne, donc ça c'est un chapitre clos aujourd'hui. L'Union de la droite ne gardera pas le pouvoir. La question est juste de savoir si la passation de pouvoir se passera dans des conditions acceptables ou non. Alors, il n'y aura sûrement pas de violence, hein, donc un scénario américain ou brésilien n'aura pas lieu en Pologne, il n'y aura aucune violence. Maintenant, donc les dirigeants actuels, donc ceux qui ont perdu le pouvoir, l'Union de la droite va actionner un certain nombre de leviers administratifs, juridiques, et activer les leviers des institutions dont elle a tout le contrôle en Pologne pour retarder cette passation de pouvoir, à moins que l'opposition ne satisfasse aux 3 conditions de l'Union de la droite, à savoir l'immunité pour un certain nombre de ces dirigeants, donc l'abandon de poursuites quelconques. Ensuite, la sauvegarde, donc garantie de la sauvegarde du patrimoine, et également la garantie qu'il n'y aura pas de tentative de délégalisation de l'Union de la droite, que le parti en tant que tel pourra continuer à exister dans l'espace politique, sachant que ce parti dans l'opposition se concentrera principalement sur des luttes internes pour le pouvoir au sein du camp, ce qui provoquera probablement donc l'implosion de ce camp politique, et donc créera une nouvelle réalité politique en Pologne. Donc aujourd'hui, on peut dire clairement qu'un nouveau chapitre pour la Pologne s'entame, un chapitre après une campagne électorale extrêmement brutale, un nouveau chapitre dans une Pologne qui est plus que jamais divisée, parce que si effectivement l'Union de la droite perd le pouvoir en Pologne, parce qu'elle a perdu le plébiscite pour ou contre le gouvernement, elle a quand même
gagné le vote, elle a quand même remporté le vote, donc il ne faut pas oublier que même si l'Union de la droite ne sera plus au pouvoir, elle a quand même un très fort soutien au sein de la population polonaise, au sein des Polonais, donc c'est pas un camp politique qui est mort, loin de là. Et aujourd'hui, la menace principale pour l'Union de la droite vient de l'intérieur, vient de luttes internes qui pourraient justement survenir dans le cadre de la lutte pour le pouvoir au sein de ce camp. Mais l'Union de la droite reste un camp politique très fort, le camp politique le plus fort en Pologne, donc qui continuera à exister de par, ne serait-ce que donc, le président qui est issu de ce camp, et de par donc toutes les personnes de ce camp politique, issues de ce camp politique, à la tête des institutions publiques. Donc ces personnes-là ne quitteront pas leur poste dans ces prochains temps. L'Union de la droite contrôle tout l'appareil judiciaire, que ce soit le tribunal constitutionnel, le tribunal, donc la Cour suprême. L'Union de la droite contrôle la Banque nationale de Pologne. L'Union de la droite contrôle les médias publics. Le président est issu de l'Union de la droite. L'opposition qui prendra le pouvoir en Pologne reprendra la Pologne, mais ça prendra pas mal de temps. Et donc la reprise du pouvoir entièrement en Pologne par l'opposition anti-Union de la droite, c'est une affaire qui durera au moins 2 ans. Donc il faut bien se rendre compte que cette passation de pouvoir, même s'il a lieu, elle se fera de manière certes systématique, mais par étapes. Donc ça prendra beaucoup de temps. Donc à savoir dans quelle mesure l'Union de la droite peut freiner cette passation de pouvoir, mais cette passation de pouvoir qui est inévitable peut prendre énormément de temps. C'est probablement ce qui nous attend en Pologne, donc il conviendra de voir l'évolution des événements. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations concernant la situation politique en Pologne, que je ne manquerai pas de commenter pour vous. Donc ceux qui souhaitent me contacter, c'est parfaitement possible, soit par email à l'adresse stefanik.zbigniew@laposte.net, soit via les réseaux sociaux. Donc je vous invite à vous mettre en relation avec moi, à rentrer en contact si vous souhaitez d'autres commentaires ou des explications, ou une intervention média concernant la situation en Pologne. Je vous invite à poser vos questions, à commenter ce film. Ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir le liker. J'invite également tous ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à bien vouloir parler de ma chaîne à vos contacts. Bon, plus d'abonnés il y aura, plus ma chaîne pourra se développer. Donc, ça ne lui fera pas de mal d'avoir plus d'abonnés que ce qu'elle a en ce moment. Dans tous les cas, je vous remercie tous pour le temps consacré pour mes vidéos et l'attention que vous portez à mes films et à mes enregistrements. Dans un avenir proche, je ferai d'autres enregistrements en langue française, en langue polonaise, des enregistrements concernant ce qui se passe en Pologne, en France, dans le monde. Merci encore pour votre temps et votre patience. À bientôt.